Oriane Savouré-Lucas, je rappelle donc que vous êtes coach, vous rencontrez régulièrement des créateurs d'entreprises qui viennent vous voir pour avoir des conseils. Est-ce que le fait de se lancer à plusieurs, ça facilite ou ça complique les choses? En tout cas, c'est un point qui est un point de départ important à prendre en compte quand on se lance dans une création d'entreprise, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, une des raisons majeures d'échec dans la création d'entreprise, ce sont les conflits d'associés. Et c'est donc important de se poser des questions, d'anticiper pour pouvoir mieux s'engager et savoir dans quoi on s'embarque. Donc ça peut être un frein aussi, hein, alors si c'est une des raisons principales de l'échec de l'entreprise. En tout cas, ce qui est un enjeu qui est souvent négligé, voire pas du tout abordé, ce sont les conflits entre associés. Et c'est donc du coup toute cette question de la qualité de relation entre associés. Malheureusement, trop souvent, on pense que c'est un petit peu spontané, que ça va être, voilà, que nous c'est différent, qu'on se connaît bien, ou alors à l'inverse qu'on se connaît pas et du coup qu'on va apprendre à se connaître et il y a toujours des choses à perdre et des choses à gagner à travailler soit seul, soit ensemble. Si on veut le faire ensemble, l'important, c'est vraiment de pouvoir poser des bases saines pour pouvoir démarrer d'une manière efficace et efficiente. Donc on ne se lance pas comme ça à l'improviste. Il faut, à un moment donné, enfin on peut, parce qu'on est quand même souvent à le faire de cette manière-là, on ne réfléchit pas trop. Je vous vois faire comme ça de la tête. Vous n'avez pas vraiment parlé de l'associé qui est avec vous, Nadia, en fait, même si vous avez des structures différentes. On a des structures différentes, donc on n'est pas associé au sens juridique du terme, mais effectivement, l'idée est née et on l'a lancée assez vite. Donc vous avez eu la conception, l'idée, et elle est illustratrice. C'est ça, exactement. Et comme on avait travaillé ensemble à la Galerie du Zéro Déchet en tant que bénévole, ça m'a paru naturel de faire appel à elle, puisque ça correspondait vraiment à l'univers du jeu. Et effectivement, aujourd'hui, ça fait 6 mois qu'on travaille vraiment ensemble, donc on est plutôt, ça fonctionne bien, mais je vais écouter avec attention vos conseils pour que ça continue le plus longtemps possible. Voilà, donc on part d'une idée commune, on a des compétences complémentaires, on se dit ah super, ça va matcher, mais il faut aller au-delà. Vous dites il faut un pacte relationnel au début. Oui, en fait, ce qui est intéressant d'envisager, c'est qu'on on souffre souvent de l'effet lune de miel, c'est-à-dire que voilà, on a une idée, ou alors soit on s'associe entre amis ou en couple parfois, ou à l'inverse, on fait une rencontre et il y a une complémentarité d'expérience et de compétences qui fait que ça a complètement du sens sur le papier. Mais en fait, c'est comme une mayonnaise. C'est pas parce qu'on a décidé de faire une mayonnaise que ça va réussir. C'est pas parce qu'on a les bons ingrédients et les bons outils que ça va fonctionner. Tout est dans vraiment l'huile de coude qu'on va y mettre, l'attention, le temps qu'on va y passer. Et l'intérêt d'anticiper, c'est vraiment de se dire, nous allons rendre l'implicite explicite pour pouvoir éviter les non-dits, les quiproquos qui, à un moment donné, peuvent amener à des conflits. Donc effectivement, l'intérêt de construire et de réfléchir à un pacte relationnel, c'est de poser le cadre et de définir les règles du jeu de notre relation d'associés. De vraiment prendre conscience de nos limites, à la fois individuelles et puis collectives, du cadre qu'on a envie de créer, en fait, pour à la fois créer du lien et de la loi dans le fonctionnement de notre collectif. Alors, est-ce que vous pouvez donner des exemples de ce pacte relationnel? Qu'est-ce qu'on met dedans concrètement sur le papier? Alors, ce qui va être très intéressant, alors parfois, il y en a qui vont dire, on n'a pas forcément besoin de l'écrire, moi je le recommande parce que ça permet de garder une trace et d'avoir un point de référence. Mais ce qui va être intéressant, c'est d'aller identifier les points de convergence et les points de divergence en termes de valeurs, par exemple, le rapport au travail, le rapport au temps, le rapport à l'argent, par exemple, qui vont permettre petit à petit de se dire, est-ce que c'est OK pour nous, par exemple, parce qu'on est associés, de communiquer, y compris soirée week-end? Est-ce qu'on communique par tout temps, en toutes circonstances, les textos? Est-ce qu'on utilise plutôt des mails? Bref, tous ces sujets qui paraissent complètement anodins viennent en fait parler en profondeur de notre rapport à des sujets essentiels qu'il va falloir adresser, qui vont être adressés à un moment donné de toute façon. L'idéal étant de pouvoir adresser ces sujets-là à froid et non pas à chaud. Donc ça veut dire que si j'ai une idée le soir dans mon lit, hop, j'envoie un petit message. Ça peut être ma façon de fonctionner, mais pas du tout celle de l'autre. Donc là, je le note sur un papier, j'attends le lundi matin et j'envoie cela pour que dans ce pacte-là, tout le monde soit OK. En tout cas, c'est l'objet d'une discussion à avoir. Peut-être que pour un collectif, envoyer tout le temps, ça va être un point de départ, ça nous convient, on fonctionne comme ça tous. Et puis, c'est aussi se dire que rien n'est définitif, rien n'est acquis, et qu'on peut faire évoluer aussi nos pratiques. Mais plus on prend le temps de définir
qui je suis, comment je fonctionne, quelles sont mes attentes, quels sont mes besoins, quelles sont mes limites. Et plus on les partage, plus on est en capacité de construire quelque chose qui va être efficace et qui va servir l'intérêt supérieur de l'entreprise, en fait, au-delà des intérêts particuliers des associés. Parce que vous dites, il ne faut pas se poser la question, est-ce qu'il y aura des conflits? C'est plutôt, quand y aura-t-il des conflits? Parce qu'il y en aura forcément, donc comment est-ce qu'on les règle? L'enjeu, c'est vraiment de se dire effectivement qu'on a des points de divergence. Parfois, ils sont inconscients. On ne mesure pas forcément leur présence et leur importance. Et donc, ça va être intéressant, notamment, de voir que tout se cristallise au moment des prises de décision. Donc, c'est pour ça que pouvoir définir un processus décisionnel, par exemple, va être extrêmement intéressant. Se dire comment est-ce qu'on prend une décision? Est-ce qu'on la prend à l'unanimité, à la majorité? Est-ce que toute décision nécessite l'accord de tous les associés? Ou est-ce qu'il y a des domaines sur lesquels on va s'en remettre davantage aux responsabilités, aux compétences spécifiques? Bref, c'est de prendre le temps de se dire à quel moment on choisit ensemble. Et quand on choisit ensemble, quel est notre processus? Est-ce que c'est le dernier qui a parlé qui a raison? Est-ce que c'est non, on discute et puis on cherche à atteindre un compromis, un consensus? Bref, d'aller explorer tout ça en se disant qu'on n'a pas forcément réponse à tout, qu'on va avoir des situations qui vont venir nous encourager à revoir régulièrement notre manière de fonctionner, mais en tout cas de poser le sujet clairement et de se dire il faut qu'on trouve une manière de fonctionner ensemble qui soit efficace et dans laquelle chacun s'y retrouve. Alors vous dites ça, c'est au départ, mais en fait c'est tout au long de la relation, donc il faut avoir des rendez-vous réguliers et se les imposer et surtout les tenir, ces rendez-vous. Oui. Alors là, vraiment, l'intérêt, et vous le dites très justement, il y a la création, donc plus on peut anticiper, mieux c'est. Mais j'aime bien dire aussi que rien n'est jamais perdu, que même si on s'est lancé en association et qu'on n'a pas pris le temps de faire tout ça, de toute façon, et même si on l'a fait, régulièrement prévoir des temps où on n'est pas le nez dans le guidon, où on ne gère pas que la logistique du quotidien, les contraintes, les relations avec les prestataires, les problèmes de logistique, mais où on se dit tel jour, à telle fréquence, on a rendez-vous ensemble et le sujet, c'est notre manière de fonctionner pour pouvoir se garantir une communication qui soit la plus ouverte, la plus bienveillante, tout en étant sans complaisance, c'est-à-dire comment est-ce qu'on arrive à se dire les choses. Prendre des rendez-vous réguliers, souvent c'est intéressant de le faire aussi avec une tierce personne qui va être spécialisée dans l'accompagnement justement, qui va nous aider à sortir de notre circuit fermé et qui va nous permettre de prendre de la hauteur et d'aborder des sujets que parfois on hésite à aborder. Je constate qu'il y a beaucoup de peur du conflit et qu'on préfère maintenir une paix malsaine plutôt que d'ouvrir les sujets qui peuvent un petit peu titiller et coincer. Sauf que Bien si sûr. on attend, il y a un moment donné où il va y avoir des épiphénomènes. Ça va être la fameuse goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et là, les problématiques de communication font qu'on peut aller jusqu'à la mort de l'entreprise puisqu'on n'arrive plus à être en lien et à communiquer. Alors, la tierce personne est importante, même lorsque c'est un projet, on va dire, tout petit, entre étudiants, parce qu'on en a eu beaucoup ici qui sont venus sur le plateau et qui se sont lancés. Il faut y penser, il faut le mettre dans son business plan, être accompagné par un coach, ça peut servir pour que l'entreprise, justement, puisse grandir et que être associé rime aussi avec durée. Oui, c'est vraiment longue durée. Se dire que l'investissement dans la qualité de la relation entre les associés, c'est pas la cerise sur les gâteaux, c'est vraiment le cœur et l'essence en fait du fonctionnement de l'entreprise, et que investir dans ce projet-là et dans cette manière de fonctionner ensemble, c'est de se donner les meilleures chances aussi pour pouvoir avancer dans son entreprise.